Merci beaucoup de me donner la parole dans le cadre de cet atelier sur les anémies complexes. Et donc moi, je vais peut-être commencer par enfoncer quelques portes ouvertes, on va voir, sur donc les bases clinico-biologiques de l'exploration d'une anémie complexe, peut-être en se positionnant avant les outils, nouveaux outils dont on va nous parler et qui sont effectivement des outils novateurs, mais il ne faut pas oublier le reste. Donc, je vais commencer par redéfinir ce qu'est une anémie complexe, voir la démarche diagnostique, clinique et biologique. Vous parlez finalement, pour finir, je préférais le mettre à la fin, des fausses anémies complexes. Et puis, que va-t-on faire quand on a tout éliminé? Ce seront les orateurs suivants qui vont vous en parler. Donc, une anémie complexe, comme l'a déjà défini Frédéric Galacteros, c'est une anémie dont le diagnostic étiologique va rester inconnu après une démarche diagnostique rigoureuse de routine et spécialisée. Il ne faut pas confondre ou peut-être les mettre en synonyme l'anémie complexe et l'anémie rare. Certaines anémies rares sont finalement faciles à diagnostiquer avec des outils et des abords simples. L'anémie rare, je vous le rappelle, c'est une définition de fréquence qui est donnée en France et en Europe. Ce sont plutôt des anémies éventuellement atypiques, mais pas que. Donc, les principales portes d'entrée qui sont celles que nous avons définies, je vais y revenir dans le cadre des discussions du réseau diagnostic, c'est bien sûr l'anémie. C'est le thème d'aujourd'hui. L'anémie, elle peut être micro, macro ou normocytaire. Mais parfois, le patient arrive sur le versant hémolytique, avec ou sans anémie d'ailleurs. Et également, et c'est vrai que nous à Montpellier, on a souvent cette approche, mais on n'est pas les seuls, les anomalies du métabolisme du fer sont souvent une porte d'entrée également. Il peut s'agir d'ailleurs de surcharge ou de carence. Quelle va être la démarche diagnostique? Eh bien, il y en a deux, et là, je voudrais commencer par introduire quelque chose qui fera peut-être l'objet de la discussion qui se tiendra à la fin, si j'ai bien compris. Donc, il y a deux approches. Il y a les Anglais qui, devant une anémie complexe, ne se posent pas trop de questions et vont souvent directement au génome. On a vu plusieurs présentations par nos amis anglo-saxons disant on fait le génome et après, on pioche dedans. Et parfois, on trouve des choses qu'on aurait peut-être pu trouver plus facilement ou plus simplement, par exemple une hémoglobine instable ou autre chose. La démarche ici au niveau de français, elle est un petit peu plus classique, on va dire. On a l'habitude habituellement de conseiller quand même un débrouillage phénotypique qui va être fort utile. On essaye dans un premier temps de faire une étude génétique orientée et puis ensuite on va vers le génome. Mais cette démarche, je pense que l'ANIS vous en reparlera. Mais je voulais quand même poser ces deux approches qui sont intéressantes et qui posent des questions toutes les deux. Alors, quelle est la démarche que nous, on propose dans le cadre de la filière et qu'on avait déjà réfléchi bien avant, puisque dans le cadre des groupes diagnostiques, des réseaux maladies rares, alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien, les réseaux maladies rares sont des réseaux de laboratoires qui réalisent le diagnostic génétique de certaines maladies rares. On les appelle parfois les réseaux DGOS parce que la DGOS a soutenu à un moment ces laboratoires. Dans le contexte dont on parle aujourd'hui, il y en a trois qui me paraissent intéressants. Le réseau Globule Rouge, donc le réseau de la filière MCGRE, le réseau FER, parce que comme je vous l'ai dit, c'est parfois une porte d'entrée. Là, c'est une autre filière, c'est la filière G2M, filière des maladies métaboliques, et puis également le réseau aplasie, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, donc de la filière MARI, des maladies rares immunohématologiques. Alors ces différents réseaux ont élaboré des arbres décisionnels. Ces arbres décisionnels, ils ont été demandés à une époque par la NPGM, donc l'Association nationale des praticiens de génétique moléculaire, qui a colligé ces arbres qui étaient des prérequis à la réalisation
de recherche génétique plus complexes. Et donc, ces arbres décisionnels sont disponibles et vous pouvez tous les voir donc, sur le site de la NPGM à l'adresse qui est indiquée ici. Et par exemple, donc, il y a l'arbre qui est présenté, qui est celui pour les hémoglobinopathies, qui est un des plus anciens. Donc, sur l'arbre, cet arbre décisionnel, vous aurez accès à ce que l'on devrait faire en principe pour un diagnostic d'hémoglobinopathie dans les cas simples. Je ne m'attarde pas là-dessus, c'est juste pour vous montrer la démarche, ou dans des cas plus complexes, avec donc une proposition qui avait été faite à l'époque et qui a été validée par le groupe diagnostic. Les arbres décisionnels ANPGN concernant le globule rouge et le fer, j'en ai retrouvé 5. C'est un peu compliqué parce qu'ils sont listés dans un ordre que je n'ai pas très bien compris. Je pense que c'est par ordre de leur soumission à la NPGM. Donc, il y a un arbre sur les hémoglobinopathies, sur les anémies génétiques rares, sur les porphyries, le métabolisme de l'hème. Celui qui est peut-être le plus intéressant ici, c'est celui sur les pathologies du globule rouge, donc le ANPGN 137. Et puis enfin, j'ai mis également celui-ci, puisque, comme l'a dit Frédéric Galacteros, nous avons souvent à nous préoccuper aussi d'érythrocytose héréditaire, donc celui qui a été proposé pour ce groupe de pathologies. Donc c'est le groupe, pour ce qui concerne le groupe, l'ANPGN 137, c'est le groupe diagnostic de la filière, donc qui a élaboré cet arbre, et donc qui propose une démarche qui est basée, comme je viens de vous le dire, sur d'abord, on suspecte une maladie du globule rouge, on va faire une évaluation détaillée clinico-biologique, des tests phénotypiques diagnostiques, et puis on va faire soit une étude ciblée, Sanger ou NGS. Si on a élucidé le cas, eh bien tout va bien. Si on n'a pas élucidé, eh bien ce sera l'étape suivante dont mes collègues vont parler. Je vais revenir de manière assez rapide sur les signes cliniques d'orientation, simplement pour insister sur quelques points. Il varie bien sûr en fonction de l'âge et du type de pathologie, et Frédéric Galacteros a insisté sur les formes pédiatriques ou néonatales, mais il faut dire qu'on a tous, je pense, des cas très anciens qui n'ont toujours pas été élucidés, donc pas forcément des cas pédiatriques. Donc les signes d'appel, ça va être l'anémie, l'ictère, la splénomégalie, tout ça, ce sont des motifs de consultation pour ces différents patients, parfois la cyanose et puis l'érythrocytose, comme on l'a dit. L'interrogatoire est toujours fondamental, ça je prêche des convaincus, j'en suis sûre, avec la recherche d'antécédents personnels ou familiaux, que ce soit d'anémie d'ictère, de cholécystectomie précoce, de splénomégalie, d'érythrocytose, de cyanose. L'entrée par la surcharge ou la carence en fer est aussi un point important. Et donc, il y a des patients que l'on récupère par ce biais-là, avec la réponse au traitement qui est également un point majeur. Et puis, bien sûr, pour tous ces patients, les traitements qu'ils ont eus, les transfusions notamment, leur fréquence, la réponse à d'autres traitements comme l'EPO, la corticothérapie, la splénectomie ou la cholécystectomie sont des points intéressants pour nous orienter. Je suis hématologue et je travaille dans un laboratoire, donc pour moi, l'hématologie est vraiment le point d'appel essentiel. Les indices érythrocytaires et leur analyse sont toujours très précieux dans la suite du cheminement, si possible, bien sûr, avant transfusion. L'examen du frottis sanguin, on y insiste tous, mais c'est un élément important. Il va souvent apporter un éclairage. Et aussi la numération des réticulocytes. Alors ça paraît peut-être évident à l'Assemblée qui est ici, mais vous avez certainement tous, comme moi-même, l'expérience de patients qui arrivent très souvent sans une numération des réticulocytes, et cela va quand même orienter différemment la recherche s'il y a une anémie régénérative ou arégénérative. Donc c'est un point extrêmement important qui malheureusement manque souvent dans les dossiers. On va avoir d'autres outils comme des colorations, la coloration bleu de crésil brillant qui va nous permettre, par exemple, parfois d'élucider très simplement un diagnostic d'hémoglobine aux H. L'étude de l'hémoglobine, on va le voir, phénotypique ou génotypique, qui est souvent un prérequis indispensable. Et puis, le myélogramme qui peut également nous apporter des éléments très importants avec surtout ne pas oublier la coloration de Pearls.
Derrière l'hématologie, on a la biochimie avec les paramètres du bilan du fer. Alors bien sûr, la ferritine, toujours associée à un bilan inflammatoire, mais d'autres paramètres. La ferritine, oui, comme le dit la HAS, en première intention, on n'a pas besoin du reste, mais dans les diagnostics plus complexes de pathologie du fer notamment, mais on a besoin du fer sérique, de la transférine, de la saturation et puis éventuellement d'autres paramètres du bilan martial qui ne sont pas disponibles partout, mais qui peuvent être précieux. Et une discordance dans ces paramètres du bilan martial est souvent très, très utile. Selon le type d'anémie, on aura recours au dosage de B12, B9, au dosage de céruloplasmine, d'hepsidine, etc. Avec tous ces éléments, on a déjà souvent soit on a éliminé beaucoup de choses, soit on a une bonne orientation. Et puis bien sûr, l'immunohématologie, le groupe sanguin, le test de Coombs direct, à ne jamais oublier, comme on le dit et on le répète aux étudiants. Alors, une fois qu'on aura eu ce premier bilan, on aura déjà une orientation sur le type d'anémie, micro, normo, macrocytaire, anémie hémolytique ou érythrocytose. Et pour cela, on aura recours, comme le recommande l'arbre décisionnel, à la mesure de la P50 ou du volume globulaire total. Mais en général, il ne faut pas oublier dans la démarche de regarder toujours les 3 grands groupes de pathologies qui parfois peuvent être masqués par des associations, mais quand même, c'est toujours utile de bien éliminer ces anomalies de l'hémoglobine, anomalies de la membrane, enzymopathie. Donc, pour l'étude de l'hémoglobine, avoir recours à un screening, mais pas que, essayer d'avoir des techniques appropriées, si possible 3 techniques lorsqu'on recherche une fraction anormale, faire une recherche complémentaire par la coloration, la recherche au bleu de Crésil pour les corps de Heinz. Alors, je reprends mon exemple de l'hémoglobine aux H, mais moi, dans mon expérience personnelle, un petit expérience, on a très souvent, ce sont des diagnostics qui sont manqués et parce que tout simplement, on n'a pas utilisé les bons outils alors que c'est un diagnostic très simple. L'étude de la membrane érythrocytaire, là, il y a le frottis sanguin toujours, très important, qui va montrer des sphérocytes, les elliptocytes, la pyropoïkyllocytose qui peut être bien visible sur le frottis, des stomatocytes, des acanthocytes ou des mushroom cells, des jolis champignons comme ceux que je vous ai montrés ici, qui vont être là aussi des tests d'orientation utiles. À l'heure actuelle, le test à l'EMA, c'est vraiment démocratisé. Il est quasiment disponible dans tous les CHU et dans beaucoup de laboratoires. Il permet lui aussi de bien orienter vers une sphérocytose héréditaire et d'éliminer éventuellement d'autres diagnostics. D'autres tests membranaires sont disponibles ailleurs. On peut y avoir recours. Nous faisons par exemple en screening à Montpellier le PING test, qui est un test très simple et assez utile, mais d'autres utilisent d'autres tests d'exploration de la résistance globulaire osmotique. Et puis bien sûr, quand on a un doute, ne pas hésiter à avoir recours à l'ectacytométrie classique ou via un appareil LORCA qui va vraiment permettre d'orienter vers une pathologie membranaire ou d'écarter une pathologie membranaire. Et enfin, l'électrophorèse des protéines de membrane érythrocytaire, c'est vrai qu'à une époque, c'était un examen clé. C'est un examen quand même assez complexe qui n'est pas disponible, enfin qui n'est disponible à ma connaissance que dans un seul laboratoire en France, à Bicêtre, et qui garde quand même son intérêt dans dans un groupe de pathologies, et notamment pour le diagnostic de CDA2, c'est quand même assez facile et ça va vraiment orienter le diagnostic vers cette pathologie. La recherche d'enzymopathie érythrocytaire, les dosages enzymatiques G6PD et pyruvate kinase sont assez largement disponibles. Dès qu'on aura un doute, eh bien, il faudra utiliser un panel d'enzymes qui, lui, n'est pas disponible partout. Les dosages d'enzymes érythrocytaires sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et là aussi, il n'y a que quelques laboratoires en France qui font ces dosages.
Ces tests pourront être orientés en fonction de la présence de signes neurologiques associés, par exemple. Et là encore, le frottis sanguin peut être intéressant. Un G6PD en crise, eh bien, ça se diagnostique sur le frottis sanguin avec la présence d'hémighost. La recherche de corps de Heinz, on peut faire un diagnostic qui parfois sera difficile à faire en crise sur un dosage. Enfin, le myélogramme, il garde son importance dans un certain nombre de diagnostics. C'est bien sûr pas l'examen sur lequel on va se précipiter en première intention, mais bien sûr dans les dysérythropoïèses congénitales, les anémies sidéroblastiques, les aplasies ou érythroblastopénies, c'est un examen tout à fait indispensable. Et on en est tous convaincus. On va avoir besoin assez souvent d'évaluer le fer tissulaire, puisqu'un certain nombre de ces anémies s'accompagnent de surcharge en fer dans le foie, le pancréas, parfois le cerveau. Et donc, c'est l'IRM hépatique qui maintenant est l'examen clé. La biopsie de foie garde quelques indications, mais les indications de la biopsie sont vraiment limitées aux spécialistes des maladies hépatiques. Et puis finalement, les tests génétiques, vous allez dire enfin elle en parle, oui. Les tests génétiques, alors soit les analyses précédentes auront amené à pouvoir cibler un gène et on pourra faire un séquençage spécifique, soit par Sanger, soit par NGS sur un panel ciblé. Soit si on n'a pas d'orientation, on va s'orienter vers des techniques plus larges, exome ou génome. Je vous présente par exemple ici un panel de gènes que l'on utilise dans des pathologies rares du métabolisme du fer qui peuvent s'accompagner d'anémie dans certains cas. Alors voilà pour cette présentation sur la démarche qui est proposée par la filière et qui est utilisée. Juste un tout petit mot pour finir sur les diagnostics différentiels, ce que j'ai appelé en commençant les fausses anémies complexes. En fait, parfois, les diagnostics simples ne sont pas si simples. Il peut y avoir des difficultés à diagnostiquer une carence martiale. Et la facilité, je dirais, c'est d'évoquer tout de suite des anémies complexes. La démarche diagnostique pour un syndrome IRIDA va pouvoir, va parfois aller trop rapidement vers la suspicion de syndrome IRIDA. Et puis, je reviens encore à mon hémoglobinose-H, mais bon, on peut voir des anomalies associées. On peut voir une hémoglobinose-H avec une carence martiale et on va pas se focaliser sur la carence martiale et on va oublier l'hémoglobinose-H qui est derrière. Juste un petit mot sur l'IRIDA, parce que c'est quand même un problème qu'on a de manière récurrente dans le laboratoire, des suspicions de syndrome IRIDA, qui en fait sont des carences martiales pour lesquelles on n'a pas approfondi suffisamment l'enquête et pourtant ce n'est pas trop compliqué. Il peut y avoir par exemple un déséquilibre entre les pertes et les besoins chez les femmes, chez les athlètes, chez les jeunes femmes athlètes, chez lesquelles on voit souvent ça, des problèmes liés à l'action thérapeutique, les inhibiteurs de la pompe à protons qui empêchent l'absorption digestive du fer ou la chirurgie bariatrique. Donc vraiment faire une exploration et un interrogatoire complet avant de se lancer sur des diagnostics de pathologies complexes ou rares. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a tout éliminé? Eh bien, soit on passe un coup de fil à un collègue, alors on envoie un mail, ça c'est toujours quelque chose d'utile. On peut avoir recours à nos RCP locales dans les centres de référence ou de compétences. On peut avoir accès au RCP dont on va vous parler largement maintenant de la filière, des centres de référence ou de la filière, et puis des RCP de pré-indication. Mais là, je vais laisser la parole à mes collègues et je finis juste en vous donnant mon petit message de fin, donc une approche diagnostique clinique et biologique, donc un phénotype complet devrait être mis en œuvre pour essayer de déterminer ou d'éliminer les causes faciles à éliminer afin d'orienter vers l'étude génétique ciblée ou vers un panel NGS et puis ensuite d'envisager une analyse de génome. Et je termine en remerciant toutes les personnes avec qui j'ai le bonheur de travailler depuis de nombreuses années et dont certaines sont présentes aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé.